Bonsoir à tous. Bienvenue à cet atelier que j'ai la charge et l'honneur de présenter. Je suis Lionel Kokora. Je suis juriste de formation. Heureusement, je suis aujourd'hui avec des étudiants. Je crois, il y a plusieurs étudiants dans la salle. C'est inédit de voir qu'un robot va occuper des fonctions d'être humain. On s'attendait un peu à ça depuis longtemps. On dit il va arriver une période où la machine va remplacer l'homme. Est-ce qu'on est déjà arrivé dans cette période-là? Bon, on va voir. Mais en tout cas, il y a une problématique que cela relève. Une machine PDG dans une entreprise. Ça veut dire que cette machine-là doit connaître les hommes qui vont travailler dans l'entreprise. Parce que le PDG doit connaître ses collaborateurs, doit connaître son assistante, doit savoir qui est dans quelle direction. C'est-à-dire que les concepteurs de cette machine-là, de cette intelligence artificielle, vont faire quoi? Ils vont enseigner à cette machine, ils vont communiquer à cette machine les données de tous les travailleurs, les données personnelles. Quelqu'un sait c'est quoi une donnée personnelle? Une donnée à caractère personnel. Soyez pas timide. Une donnée à caractère personnel. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Personne? Oui? Oui, allez-y, monsieur. Les informations personnelles de cette personne. D'accord? C'est une ébauche de... Personne? Les étudiants, je vois les jeunes. Oui? Au fond. L'identité. Oui. Psychologique aussi. D'accord. Oui, monsieur. À la vie privée de la personne. D'accord. Je crois que c'est le brassage de tout ça. La donnée à caractère personnel a été définie par la loi ivoirienne relative à la protection des données. La loi dit qu'une donnée personnelle, c'est toute information qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Et c'est ça que la loi protège. Toute information qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Alors, pour identifier une personne directement, il y a les données d'identité, le monsieur l'a dit. C'est-à-dire, quand vous dites « monsieur Kokora », je sais que c'est de moi que vous parlez directement. Mais il y a des données qui peuvent être indirectes. Il a parlé aussi de psychologie. Souvent, quelqu'un peut ne pas connaître mon nom. Il va dire, bon, je suis en train de chercher un monsieur. Il habite dans le quartier, il est timide. Chaque jour, quand il se lève, il passe, il est grand de taille, il est clair, il a l'habitude de s'arrêter. Il y a des données même d'habitude. Et toutes ces informations que vous êtes en train de donner là, va faire qu'il y a un jeune du quartier qui va dire « Ah, vous parlez de M. Kokora ». Toute information qui permet de vous identifier, soit directement, soit indirectement, c'est ça la donnée personnelle. Alors, on peut citer plusieurs types. Les données financières, il y a le relevé d'identité bancaire, votre numéro en compte bancaire, la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Tout ça constitue. Parce que là, tout de suite, quand je vois la plaque d'immatriculation d'un véhicule, je ne peux pas tout de suite savoir que le véhicule appartient à M. X. Mais il y a des services auprès desquels je peux me rapprocher avec ce numéro-là, et puis on va me faire sortir à qui appartient cette voiture-là. Donc, ce sont des données indirectes. Alors, au titre des données personnelles, il y a des données dites sensibles. Ce sont des données que la loi ivoirienne protège avec plus de force. Ce sont des données qui sont interdites d'ailleurs de traiter. Ce sont les données de santé, par exemple. D'accord? Les données relatives aux opinions politiques et psychologiques, à l'appartenance religieuse, par exemple. Voilà. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous savons combien de fois ça peut être sensible, souvent en période électorale, de savoir que j'appartiens à tel bord ou à tel autre bord, que je suis ici ou là. Donc, ce sont des données. Chaque personne est libre d'appartenir à
à une conviction politique. Voilà. Personne ne doit me forcer à appartenir ici ou là, mais je ne suis pas obligé quand j'arrive au travail. Le travail, c'est un espace purement professionnel. D'accord? Je ne suis pas obligé, ou bien vous n'avez pas le droit de venir étaler, d'accord, mais mon appartenance politique, voilà, au travail. La loi interdit cela et ça constitue des données sensibles parce que la divulgation de ces données-là peut porter atteinte à l'intégrité physique, n'est-ce pas, de la personne concernée. Dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, précisément en Côte d'Ivoire, il y a des acteurs. Il y a des personnes qui jouent un rôle dans le secteur des données à caractère personnel. Il y a une autorité qui a été mise en place par la loi de 2013 qui est chargée de réguler en fait tout le secteur des données à caractère personnel, c'est l'ARTCI. Vous la connaissez. L'ARTCI, qui est l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Elle est en même temps autorité de protection en matière de protection des données à caractère personnel. Un autre acteur du secteur des données personnelles, c'est le correspondant à la protection des données. Le correspondant à la protection des données, c'est qui? C'est un professionnel qui est en activité dans une entreprise et qui a pour mission principale de conduire la conformité en matière de données à caractère personnel dans l'entreprise. Aujourd'hui, la loi fait exigence à toutes les entreprises, à tous les organismes privés comme publics établis en Côte d'Ivoire de désigner, de nommer ou de recruter un correspondant à la protection des données. Ce correspondant-là va permettre à l'entreprise de mettre en place un certain nombre de dispositifs juridiques et techniques pour que l'entreprise puisse être déclarée apte, c'est-à-dire puisse être déclarée, comme on le dit, compliance, en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Il y a le responsable de traitement. Le responsable de traitement en matière de données personnelles, c'est le DG, c'est le chef d'entreprise, c'est le premier responsable. La personne concernée, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, les employés de l'entreprise, les clients, les partenaires. Et puis, de façon spéciale en Côte d'Ivoire, il y a les cabinets d'accompagnement. Je fais partie d'un cabinet d'accompagnement, d'ailleurs, groupe DPSE, qui vous accompagne, qui accompagne l'entreprise, d'accord, à la mise en place de tout ce que la loi demande pour que l'entreprise puisse répondre aux exigences nationales et internationales. En Côte d'Ivoire, le droit ivoirien, le droit positif, je veux dire, le droit qui est en vigueur en Côte d'Ivoire, c'est la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Elle a été votée, elle a été promulguée naturellement en 2013, mais elle est inspirée d'une loi sous-régionale. Voilà. Depuis 2010, au niveau de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire a ratifié un acte additionnel, voilà, relatif à la protection des données à caractère personnel. Donc c'est cet acte additionnel-là qui a servi de base pour que le législateur ivoirien, n'est-ce pas, puisse produire la loi ivoirienne relative à la protection des données à caractère personnel. Alors, surtout pour les entreprises, les chefs d'entreprise, on entend parler de protection des données à caractère personnel, on entend parler de mise en conformité. On se demande si c'est une exigence, est-ce que c'est nécessaire de rentrer dans un processus de mise en conformité. J'aimerais dire que c'est nécessaire. La mise en conformité d'une entreprise est une obligation légale à laquelle aucune entreprise ne peut se détourner. Voilà. Toutes les entreprises ont l'obligation, et je crois que l'autorité de protection, l'ARTCI, a commencé à lancer des contrôles dans ce sens-là. Il y a toujours la sensibilisation qui suit. Toutes les entreprises ont l'obligation de se mettre en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Alors, je suis conscient que tout cela est bien théorique. Alors, on va essayer de présenter la protection des données personnelles
de manière terre à terre. D'accord? Quand on a dit plus haut que la donnée personnelle, c'est toute information qui permet de m'identifier directement ou indirectement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que mon image fait partie des informations qui permettent de m'identifier? Est-ce que l'image fait partie? Oui. Mon image est une information qui permet de m'identifier directement. Quand on me voit, on dit voici le monsieur. OK. Alors, on va parler d'un cas un peu spécifique en matière de protection des données à caractère personnel. La règle, elle est simple. Avant de traiter les données, avant de collecter les données d'une personne, vous devez avoir son consentement. C'est très simple. Ça veut dire que pour des besoins de prospection, si moi je suis commercial dans mon entreprise, que j'ai besoin de votre nom, de votre adresse email, de votre numéro de téléphone pour prospecter, pour vous envoyer de la publicité derrière, je dois avoir votre consentement. Monsieur, je nomme comme ça, j'appartiens à telle entreprise, j'ai besoin de vos informations. Allô? J'ai besoin de vos informations personnelles pour pouvoir vous envoyer de la publicité parce que je suis un vendeur de chaussures, par exemple. À vous, monsieur, de me donner votre autorisation. Vous me donnez votre consentement. Vous dites, monsieur Kokora, je vous donne mon consentement. Vous pouvez collecter mes informations pour m'envoyer de la prospection derrière. Je collecte les informations. J'ai votre nom, j'ai votre adresse mail, j'ai votre numéro de téléphone. Je rentre au bureau. Je vous envoie de la prospection de chaussures, de nouvelles chaussures, etc., par votre mail. À un moment donné, vous vous rendez compte que je commence à vous envoyer des SMS par rapport aux lunettes. Qui reçoit des messages par rapport à des gens qui vendent des lunettes? Voilà, nous sommes nombreux. Est-ce que vous êtes allé dans une agence, je ne sais pas, pour ceux qui ne portent pas de lunettes comme moi, et qui reçoivent ces messages-là, est-ce que vous êtes une fois allé dans une agence pour demander le coût d'une monture? Monsieur, non? Jamais. Alors, qui nous envoie ces messages? Comment ils ont fait pour avoir nos numéros? Et puis, c'est tout ça qu'on appelle la pollution numérique. Si vous avez entendu le thème de pollution numérique, c'est ça. Recevoir des SMS intempestifs à longueur de journée pour nous dire si, pour nous annoncer telle publicité, on vend ceci, on fait cela. C'est pas intéressant. Et comment ces personnes-là ont eu nos numéros de téléphone alors que la loi dit avant que ces personnes puissent nous prospecter, nous envoyer de la publicité, ils doivent avoir notre autorisation. D'accord? Si ce sont les compagnies de téléphonie mobile, on pourra encore justifier pour dire peut-être qu'on allait souscrire à un abonnement dans une compagnie de téléphonie mobile, peut-être qu'on a rempli des papiers, tout. Mais une agence qui vend des lunettes, c'est assez grave. Alors, pour continuer sur mon exemple, quand j'ai votre autorisation pour vous envoyer de la publicité sur des chaussures et que 2 mois après, je commence à vous envoyer de la prospection sur des lunettes ou sur des chapeaux, vous êtes en droit de m'appeler pour dire, monsieur Kokora, arrêtez de m'envoyer cette prospection-là parce que ce n'est pas sur ça que nous sommes entendus au départ. Vous avez dit chaussures, continuez de m'envoyer de la prospection sur les chaussures. Et même encore que cette prospection sur les chaussures-là, si vous en avez marre, vous avez tout le droit, la loi ivoirienne vous donne tout le droit d'appeler celui qui a collecté vos informations pour lui dire purement et simplement supprimez mes informations, arrêtez de m'envoyer les messages. Et il a le devoir d'obtempérer. S'il ne veut pas obtempérer ou si vous constatez que ces messages-là continuent, d'accord, alors vous avez la possibilité de saisir l'autorité de protection, d'accord, qui est la RTCI. Eux savent comment ils vont gérer l'affaire pour que la personne puisse, n'est-ce pas, arrêter de vous importuner. Donc, la protection des données à caractère personnel, c'est ça. La loi a voulu donner a voulu donner à toutes les personnes le plein contrôle de ce qu'il veut faire ou ne pas faire de ces données personnelles. Ok. Nous sommes venus dans un établissement public, ici, voilà, on est dans une salle du palais. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes filmé?
Je ne parle pas des photographes officiels, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des caméras quelque part, je ne sais pas, dans la salle? Oui? Il doit en avoir, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que, en dehors des organisateurs de Africa Web Festival, le palais de la culture est en train de nous capturer quelque part. Quand on va finir Africa Web, quand on va rentrer à la maison, les community managers, les différents photographes et autres, ils vont produire les photos de l'événement pour la communication, etc. C'est de bonne guerre. Mais le palais de la culture, eux, ils ont nos images. D'accord? Ce sont des dispositifs de vidéosurveillance. C'est légal, hein, je ne suis pas en train de dire n'ayez pas peur. C'est légal. Voilà. Parce que, en tant qu'entité, une entité a pleinement le droit, pour des questions de sécurité des biens et des personnes, d'installer des dispositifs de vidéosurveillance. C'est normal. Mais moi, quand la caméra capte mon image, quand la caméra du palais capte mon image, c'est un traitement que le palais de la culture fait. Parce qu'ils ont capté mon image. Or, la loi dit, avant de pouvoir capter mon image, mon numéro, mon adresse mail, toutes mes données personnelles, tout ce qui se rapporte à moi, il faut mon consentement. Ici, je n'ai pas donné mon consentement, tout simplement parce que je ne peux pas donner. Est-ce que vous pensez que c'est faisable qu'au nombre que nous sommes, et le nombre de personnes que le Palais de la Culture reçoit par jour, est-ce qu'on peut faire un rang dehors pour demander, monsieur, bonjour, êtes-vous d'accord que la caméra filme? Oui, entrez. Vous, est-ce que c'est impossible? Donc, la loi dit dans ce cas-là, quand vous êtes une entité qui installe un dispositif de vidéosurveillance, par exemple, puisque vous ne pouvez pas prendre le consentement de tout le monde, qu'est-ce que vous faites? Vous informez la personne. Cet établissement est sous vidéosurveillance. Quand moi j'arrive, que je lis, je suis conscient. Parce que le Palais de la Culture ne peut pas mettre en place un dispositif pour prendre mon consentement, pour prendre le consentement de tout le monde. L'information que je vois me permet de savoir que où je vais rentrer, mon image sera captée. Ça me rappelle un peu une histoire, une anecdote. J'étais allé en formation avec un de mes responsables et on était en train de parler de la problématique de la vidéosurveillance. Et il y a une dame qui a dit qu'elle soupçonnait sa servante, n'est-ce pas, de maltraiter l'enfant quand elle n'est pas là. Donc, elle a bien l'intention, à la maison, d'accord, d'installer un petit dispositif pour pouvoir attraper, comme on le dit, la main dans le sac. Mais le problème en matière de protection des données personnelles, peut-être que c'est un problème qui est agaçant, c'est que le voleur, le bandit, le criminel, il a droit à la protection de sa vie privée. Si vous remarquez les pages Facebook de la PLCC sur Facebook, quand ils attrapent les arnaqueurs et autres là, ils floutent. Avec un problème de fil maintenant. Allô? Alors, si vous remarquez, vous pouvez aller faire un tour déjà sur la page de la PLCC Facebook. Quand ils attrapent un criminel, ils floutent son visage. Pourquoi est-ce qu'on floute? Parce que quand même, et puis on ne met pas tout son nom, on met monsieur grec E. Voilà. Parce que même si c'est un criminel, et c'est agaçant, c'est vrai que c'est agaçant, mais la protection des données personnelles, elle s'applique à tout le monde. Pourquoi? Parce que ce criminel-là, il est criminel, c'est pour sa vie. Mais il peut avoir une petite fille de 4 ans qui va à l'école. Et on va publier la photo du monsieur. La petite fille, elle va en pâtir. Ah, hier, on a vu ton papa ici, on a vu ceci, cela. Les enfants n'ont pas à souffrir de ce que sont leurs parents et vice-versa. Donc, quand on les attrape, on va flouter leurs photos, d'accord, pour dire qu'ils ont été appréhendés. Et on va faire quoi? On va mettre des initiales. D'accord? Si c'est Kokora Lionel, ils vont mettre KL. Pour ne pas que tout de suite, mon entourage, les gens du quartier ou bien ma famille soient impactés. Voilà. Okay. Monsieur Kokora, est-ce qu'on peut avoir des interactions avec la salle
sous forme peut-être des 10 dernières Oui, minutes? oui, bien sûr, Oui. bien sûr. On peut les avoir. Mais j'allais terminer avec l'anecdote que j'ai commencé. La dame qui a voulu installer le dispositif de vidéosurveillance dans sa maison. Alors, au cours de la formation, mon responsable lui a dit que c'est son droit de le faire. Mais elle doit informer la servante en question qu'un dispositif sera installé dans la maison. La dame dit, mais si je lui dis là, elle ne va plus faire. On dit, mais ton objectif, c'est que ton enfant ne soit plus frappé, ou bien ton objectif est que la dame frappe une dernière fois ton enfant et que toi, tu puisses l'attraper. Voilà. Donc, parce que cette dernière, si vous installez un dispositif de vidéosurveillance à la maison sans qu'elle ne soit informée, effectivement, il savait qu'elle frappe votre enfant, cette preuve-là, vous ne pourrez pas l'utiliser devant un tribunal. Le juge va vous demander, est-ce que la dame savait que c'est agaçant, je sais, mais est-ce que la dame savait que vous avez installé et vous allez dire non, c'est inutilisable. Allez-y chercher un autre moyen de prouver ce qui est factuel. Le juge voit que c'est factuel, mais il ne peut rien faire. Il faut l'en informer. Maintenant, quand vous informez, il ne s'agit pas de dire à la dame que bon, je vais installer la caméra ici, je vais installer ça là. Vous ne lui dites pas. Le doute va planer dans son esprit. Vous dites que ma chérie, à partir de demain, là, il y a des techniciens qui vont venir mettre caméra à la maison. Tu es informé. Si ça se trouve dans le couloir, si ça se trouve dans la cuisine, au salon, elle n'est pas obligée. C'est un peu comme, attention, chien méchant. D'accord? Il faut informer. Le bandit a le droit d'être informé que vous avez un gros chien. Hein? Vous n'êtes pas obligé de lui dire, que le chien se trouve à l'arrière-cour, dans la cage ici, tout et tout. Vous dites attention. Maintenant, le bandit qui est rentré, avec la fiche là, il est rentré. Voilà, c'est à ses risques et périls. Alors, on va, comme monsieur le modérateur l'a dit, essayer de passer à une phase de questions. Si vous avez des questions, si vous avez, voilà, partage d'expérience, etc. Oui, au fond d'abord. On peut donc passer un micro là-bas. D'abord, je suis M. Ouattara, de l'Observatoire des salons et foires de Côte d'Ivoire. Voilà. Félicitations d'abord pour votre communication. Et en fait, c'est un partage d'expérience. Moi, j'ai travaillé dans le domaine du VIH communautaire. Voilà. Vous avez tout à l'heure parlé de santé. Il se trouvait que pour faire nos rapportages, on avait besoin d'images des personnes qui étaient atteintes par le VIH. Voilà, donc il fallait faire des rapports chaque fin de mois, mais ces rapports à la fois programmatiques, ils devraient avoir des images, des photos et autres, des activités qui sont menées avec ces personnes-là. Donc quand on finissait de prendre les photos et que les photos devraient apparaître sur les différents documents, sur les différents rapports, il fallait effectivement flouter le visage des gens pour ne pas qu'ils soient reconnus par le grand public ou bien par qui d'autres comme étant porteurs du VIH. Voilà, donc ce que vous avez dit peut-être pour le domaine pénal, ça s'applique aussi peut-être dans le domaine de la santé. Voilà, donc c'était l'expérience. Ouais. Okay. Merci, M. Ouattara. On va prendre 3 autres personnes et M. Kokora va répondre aux questions et faire sa conclusion. Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers tous. Moi, c'est Lewis Beckett. Voilà, je suis étudiant en réseau informatique et télécommunications. Voilà. Je suis au quartier CIPIM 1 de la Riviera Palmeraie. Et dans mon quartier, il y a un moment que je côtoie tous les jours. Et elle m'a dit un jour, « Ah, Lewis, ils ont volé ma télévision. » Et je dis, « Ah bon ?» Elle vient me montrer où sa télévision est placée, juste à la terrasse pour que les enfants puissent regarder. Elle m'a dit qu'un bon matin, ils se sont réveillés et la télévision a disparu de la terrasse. Les gens sont rentrés par infraction dans sa maison et ont pris la télévision. Quelques semaines après, je dis, mais maman, tu peux placer une grille là pour que lorsque vous partez dormir, vous puissiez fermer la grille et la télévision reste à la terrasse. Et son mari a trouvé nécessaire de placer des caméras de surveillance. Supposons qu'un jour, les voleurs reviennent et les caméras les localisent, le visage plein et autres, la télévision en main, ils s'en vont. Et le père décide d'envoyer ça au tribunal et c'est un jeune du quartier qui le fait. Il le voit dans la rue et il envoie ça au tribunal. Est-ce que le tribunal va prendre ça en compte ou bien le tribunal va dire au monsieur qui n'avait pas le droit de les filmer? Merci. Un peu
à ce que je viens d'expliquer. Ça s'apparente un peu à ce que je viens d'expliquer. D'accord. Le monsieur, il a le droit d'installer un dispositif de vidéosurveillance dans sa maison. C'est son droit. Personne ne peut lui dire qu'il n'a pas le droit. C'est sa maison. Il estime que sa télé a déjà été volée une fois. Il n'a pas envie que ça se reproduise. C'est son droit. Mais est-ce qu'il a informé? Oui. Oui. Même à la maison, je vous ai donné l'exemple de attention chien méchant. Même à la maison, ma maison, hein, S'il vous plaît. ma maison est couverte par un dispositif de S'il vous plaît, vidéosurveillance. écoutez la réponse. Ma maison est couverte par un dispositif de vidéosurveillance. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en Europe. Il faut faire la part des choses. C'est arrivé en France. Le gars, il avait l'habitude de voler dans la maison d'un monsieur. Ce sont des Français. Et la victime a eu la même réaction. Installer un dispositif. Et la fois suivante où le voleur est passé, le dispositif a identifié le voleur. Il a attrapé son voleur. Le voleur, quand il a été interpellé, il s'est plaint. Il a saisi son avocat aussi pour dire que je ne savais pas. Si vous m'aviez informé qu'il y avait un dispositif, mais je n'allais pas entrer là. Je vous ai dit que c'est agaçant. Hein? C'est très agaçant. Ça a l'air bizarre, mais c'est ce que la loi dit. Il a le droit d'être informé. C'est difficile à accepter, mais c'est irrecevable. C'est irrecevable. C'est comme les enregistrements. Vous êtes à un entretien, vous cherchez à piéger quelqu'un parce que vous estimez qu'il vous a volé de l'argent, tout et tout, et vous enregistrez à son insu. Cet enregistrement-là, demandez-le à tous les juristes, à tous les juges, il est irrecevable devant un tribunal. Ils vont demander à la personne, est-ce que tu savais qu'il est venu t'enregistrer? S'il a dit oui, d'accord. S'il a dit non, c'est irrecevable. Dans les films américains, les séries policiers, quand on attrape un bandit, même au FBI, avant, quand on entre de l'intérieur, on lui dit que tu es enregistré. Ça est là. On lui dit. Parce que si on l'enregistre comme ça, sans qu'il ne soit informé, toutes les preuves qu'ils vont rassembler, s'ils vont au tribunal avec, le bandit va demander à son avocat, il va dire, Joe, ils ne m'ont pas dit qu'ils ont enregistré. Il sait. Ça a l'air terrible, hein, mais c'est la règle. Après, on est en Côte d'Ivoire. Il y a ce qui devrait être fait, il y a ce qui va se faire. En Côte d'Ivoire, ici, voleur, on t'a attrapé. Les droits et devoirs du voleur en Côte d'Ivoire. Ça risque de changer la façon de voler. Très bien. Merci, M. Kokora. Nous prenons deux dernières personnes. Deux dernières questions. Bonsoir. Moi, c'est Kwasiao Jean-Paul Dany, étudiant en deuxième année à l'Institut français du numérique. Donc, pour rebondir sur ce que mon confrère a dit, donc ça sous-entend que je dois informer, si quelqu'un vient voler chez moi, je dois informer tout le quartier que je mets des caméras chez moi. Okay. Au moins. C'est ça, effectivement. Parce que toutes les personnes qui vont passer, souvent les caméras ne sont pas seulement à l'intérieur. Quand les caméras sont braquées vers l'intérieur, c'est chez vous. Les gens qui habitent votre maison, vos enfants, votre servante, la nounou, tout le monde doit être informé. Mais, même si vous ne filmez pas l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui passent, moi, je peux venir rendre visite un samedi. D'accord? Je vais entrer dans la maison. Il faut que je sois informé. Je ne peux pas entrer dans la maison comme ça. Il y a un dispositif. Je suis en train de causer avec mon ami qui habite dans la maison et je ne sais pas, en fait, que mon image est captée. Comment cette image-là est captée? Combien de temps? Quelle est la durée de conservation de cette image? J'ai des droits que la loi me donne en tant que personne concernée. Voilà. La loi ivoirienne me donne des droits qui sont que je dois être informé. Si vous ne pouvez pas prendre mon consentement, alors informez-moi. C'est obligatoire et c'est incontournable. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas
le statut de la personne. Ce n'est pas le fait qu'elle soit un voleur ou pas. C'est que c'est un être humain qui a des droits. Voilà, peu importe s'il vole ou pas. C'est un être humain qui a des droits, on ne peut pas le filmer sans l'avoir informé au préalable. Maintenant, s'il est convaincu d'être un voleur et qu'il a été informé au préalable, en ce moment-là, il subit toute la rigueur de la loi. C'est bien ça, M. Kokora? D'accord. Une dernière question. J'ai le micro. Bonjour, je suis Oje Seoulou. Ça sera une question après un complément d'information. Je suis panéliste au dernier panel, donc je vous invite à rester, à ne pas rentrer chez vous parce que ça sera très intéressant. Donc vous aurez intérêt à assister au dernier panel, ça c'est d'un. De deux, en complément à ce que M. Kokora a dit, tous les êtres humains en Côte d'Ivoire sont égaux vis-à-vis de la loi. Et lorsqu'on vous arrête, la loi dit que vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de votre culpabilité soit établie. Même si on te prend la main en train de voler, on doit prouver. Et les éléments de preuve doivent être recevables, comme M. Kokora a dit. Quand vous allez au supermarché, faites attention, vous allez voir, ils écrivent cet établissement à un dispositif de vidéocaméra. C'est pour ça. Donc, si vous voulez un article du supermarché, ils peuvent utiliser les éléments de la caméra parce qu'ils vous ont informé. Voilà. Par contre, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ce qu'il a dit là, vous êtes censé savoir ça. Donc, si vous ne savez pas, c'est de votre fait. À partir du moment où on vous a informé que l'établissement a respecté la loi. Donc, vous devez faire attention aux endroits où vous partez. Maintenant, ma question. Dans certains rayons de supermarché, ils affichent les photos de certaines personnes qui peut-être volent un vêtement ou bien dans une boutique, je ne sais pas, et ils collent ça sur un tableau. Est-ce que cette pratique-là est légale vis-à-vis de la loi? Merci. Cette pratique n'est pas légale. Voilà. Cette pratique n'est pas légale et il faut qu'avec la sensibilisation, avec la culture de la loi, il faut que les Ivoiriens en général, les Africains, essaient de penser autrement, essaient de faire les choses autrement. Si vous estimez qu'il y a des personnes que vous avez formellement identifiées, qui ont eu à voler des choses, adressez-vous au commissariat le plus proche. Il faut qu'on arrête ça. Exposer les gens, parce que ces personnes-là, peut-être sont des criminels, sont des délinquants, voilà. Mais ces personnes-là ont des familles, voilà. L'enjeu de la protection des données personnelles, ça va un peu plus loin que la personne elle-même. Donc, il faut que les gens commencent à avoir cette culture-là d'utiliser les institutions que l'État a mis à notre disposition. Le commissariat, la DITT, voilà, ils étaient là aujourd'hui. Voilà, il faut qu'on porte plainte. Si on a des griefs, on va à la DITT, on dit voilà ce que j'ai comme grief, comme tel. On va au commissariat, il faut utiliser ce que l'État a mis à notre disposition. Il ne faut pas chercher à se faire justice nous-mêmes en exposant les personnes concernées. Très bien. Je crois que c'est une très belle conclusion. Nous allons donc nous arrêter là parce que nous avons largement dépassé le temps. Nous allons remercier et applaudir M. Kokora. Merci. Je voudrais dire, avant de le laisser partir totalement, qu'il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Hein. C'est des vérités qui font mal, mais apprenons à respecter la loi qui est impersonnelle. Voilà. Merci, M. Kokora. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Il va maintenant venir pour la photo de famille, enfin la photo du duo. La photo du duo. Et pendant ce temps, ok, la photo de famille donc. Et pendant ce temps,